Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Extinction de Voix, le podcast de l'association Jet d'encre. Aujourd'hui, on termine ensemble notre série de podcasts Qu'allez-vous avec les lauréats du concours Kaléidoscope. Si vous ne connaissez pas ce concours, n'hésitez pas à aller écouter le premier Qu'allez-vous, dans lequel Margot, la coordinatrice du concours, nous explique tout. Pour ce dernier épisode, on reçoit Vincent du média Vincentquête. Bonjour Vincent, merci de m'accorder du temps. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et présenter ton média ? Alors moi, c'est Vincent, j'ai bientôt 23 ans. Je suis le fondateur et le seul journaliste du média Vincentquête. C'est une chaîne YouTube que j'ai créée il y a quelques années. Maintenant, on va bientôt fêter le 4e anniversaire de la chaîne YouTube. C'est une chaîne YouTube où je fais plein de vidéos, au moins une par semaine, et ce depuis plus de 2 ans maintenant, sur de la culture générale et sur des thèmes de l'actu. Ok, et comment t'as eu l'idée de créer ton média ? Au début, j'ai créé Vincentquête un peu pour me familiariser avec l'exercice journalistique, donc un peu faire des synthèses sur des sujets, expliquer à des gens de mon âge des sujets de l'actualité. Les lycéens, les terminales, ils n'étaient pas forcément très passionnés par l'actualité. Et je me suis dit, bah ouais, il y a un problème. C'est des gens qui vont bientôt aller voter. Et si les gens ne sont pas forcément informés, comment ils peuvent voter? C'est parti de ce premier constat. Et d'une manière un peu plus égoïste, je dirais, mais il faut l'avouer, je voulais faire des vidéos pour montrer ce que je pouvais faire et avoir des retours de journalistes. Et j'en ai eu quelques-uns et ça m'a beaucoup aidé à progresser. D'accord. Justement, pourquoi t'as choisi une chaîne YouTube et pas un autre support style papier, radio ? J'ai toujours voulu faire de la télévision, plus dans le style des JT, parce que c'est les JT dans ma famille, on les regarde depuis toujours. Et en fait, je me suis jamais vraiment posé la question, on peut faire autrement que de la télévision dans ma vision du journalisme. Très bien les gens qui s'informent par la presse écrite, j'en fais partie. Très bien les gens qui s'informent par la radio, j'en fais partie aussi. Mais moi, j'ai toujours trouvé qu'il y avait une plus-value à la télévision. Il y a des images qui apportent un sens aux commentaires et il y a le commentaire qui apporte un sens aux images. Quelque chose, ça m'a toujours plu, donc je me suis dit, toi aussi, tu as la possibilité de faire des vidéos, de produire du contenu, de faire aussi ce que tu rêves de faire dans une dizaine d'années. Donc je me suis dit, allez, je saute le pas. J'ai tout appris moi-même, le montage, le tournage, différentes techniques même de cadrage de vidéos. Bah, heureusement que j'ai travaillé depuis parce que les premières vidéos restent tout à fait convenables. Mais par rapport au contenu que je produis maintenant, je me suis dit, il y a une évolution et j'en suis fier. Tu parles du fait que t'es autodidacte finalement, et du coup, comme tu disais, t'es tout seul sur ta chaîne. Tu dois continuer avec ce fonctionnement ? Ça a toujours été un plaisir et c'est agréable pour moi. Ça permet aussi parfois de décompresser un peu de la semaine. Il y a des gens qui préfèrent aller courir pendant 2 heures. Moi, j'aime bien me mettre sur du montage. Mais pourquoi pas continuer? Alors, sûrement sur d'autres formes, parce que si je vis ma vie de journaliste à travailler tous les jours sur de l'actualité, j'aurais peut-être envie de faire autre chose sur la chaîne YouTube. À l'époque, ça m'allait assez bien d'avoir une vidéo par semaine. Je faisais des vidéos plutôt courtes et c'était de la culture générale. Donc, je pouvais les préparer un peu en avance. Maintenant, c'est vrai, ça fait un an et demi que je fais des vidéos d'actualité, donc avec toujours un travail tous les jours quasiment. Et entre mes études l'an dernier et maintenant l'entrée dans la vie active, c'est vrai que ça prend énormément de temps. Je me suis dit, bah, s'il faut la développer encore plus, oui, avoir quelqu'un, c'est une possibilité en tout cas. Je pense que c'est aussi ma personnalité. J'aime bien ces deux côtés. J'adore la culture générale, j'adore l'actualité. Donc, je ne vais pas me priver de faire ce que j'aime, tout simplement. Ok. J'ai remarqué quelque chose en regardant tes vidéos et même en t'entendant parler maintenant. Je trouve que c'est quelque chose qui contraste avec d'autres chaînes YouTube, c'est que t'as vraiment le ton de voix d'un journaliste télé en fait. Ça, c'est vrai, parce que je me suis conditionné à force de regarder les journaux, de regarder des magazines d'information en entendant en fait la voix de journalistes. C'est vrai que la voix des journalistes, c'est une voix totalement bizarre, c'est absolument pas naturel. Et en fait, c'est venu tout seul, à force d'écouter et de me persuader, c'est ça que je veux faire, donc il faut un peu que j'adopte ce comportement. Ça m'a beaucoup aidé, par exemple, pour faire des exposés. J'avais du mal à passer à l'oral. Et en fait, je me suis dit, construis ton exposé comme un journal et ça va passer. Et en fait, de poser sa voix, ça permet de poser ses idées,
Et en fait, c'est tout simplement, c'est ma façon de parler, mais quasiment tous les jours. Donc, c'est un conditionnement, ça m'a aidé, ça m'a servi. Et puis finalement, c'est bien. Après, il y a des gens qui me le reprochent. J'ai eu un commentaire la semaine dernière, c'est très bien ce que tu fais, on dirait c'est dans l'air, mais c'est pas ce qu'on cherche sur YouTube. Il a pas tort. Dans mes vidéos, c'est vrai que je suis moitié Laurent Delahousse, moitié discussion entre amis. Et je pense qu'il y a un entre-deux à avoir qui convient parfaitement à YouTube et qui apportera du crédit à la vidéo, puisqu'on aura toujours ce côté, il y a un journaliste qui parle et on reconnaît cette voix. Ils vont dire, là c'est important, cette chaîne est digne de confiance et j'espère que les gens se disent ça quand ils m'entendent. Mais j'imagine qu'en lançant tout seul ta chaîne YouTube, t'as dû rencontrer parfois quelques difficultés. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Bah, si on fait une comparaison, ma première vidéo, j'ai dû mettre une quinzaine d'heures à faire le montage. Ma dernière vidéo, le montage, je l'ai fait en 2 heures. Et il y a bien plus d'éléments depuis. Donc, c'était tout nouveau pour moi. J'ai appris en faisant. Et ensuite, les difficultés, elles viennent petit à petit. Au tout début, je ne voyais pas de quel sujet je pouvais traiter. Je prenais des sujets qui m'intéressaient moi et pas forcément les jeunes de mon âge, qui est quand même le public principal de Vincent Quête. Donc oui, c'est des difficultés au départ. Et ensuite, je me suis un peu renseigné sur le public. J'ai dit à mes amis, bon, vous voulez quoi comme vidéo? Je parle de quoi? Et je vais voir ce que je peux faire. Et voilà, après, j'ai eu d'autres moments un peu plus faibles. Quand tout ne va pas bien, et bah, ça te prend de l'énergie en plus. Et tu te dis, est-ce que ça sert à quelque chose que je continue? Bah oui, ça sert à quelque chose. Je me suis dit, bon, allez, je le fais. Et j'ai bien fait de le faire. Il y a quelque chose qui arrive dans tous les médias, mais également dans les médias jeunes, c'est d'avoir des situations de censure ou d'autocensure. J'imagine que c'est quelque chose qui peut-être t'atteint aussi, puisque avec des vidéos sur YouTube, tu fais quand même face à un large public. J'ai jamais eu de situation de censure. Après, j'ai eu des commentaires parfois haineux sur certaines vidéos, des vidéos qui sont un peu que j'ai découvert qui étaient touchy sur des sujets, et c'est notamment le cas j'ai fait une série sur les génocides. Euh, ça a été un peu touchy dans les commentaires, mais j'ai découvert que YouTube avait une assez bonne plateforme de modération comme ça pour tout ce qui pouvait être vraiment des insultes. Bah voilà, justement, sur un peu le cas du génocide, c'était plutôt le génocide arménien pour le coup. Alors, il y avait le génocide cambodgien, il y avait la Shoah, le génocide au Rwanda, et une vidéo qui expliquait un peu ce qu'était un génocide. C'était une série de 5 vidéos. Je m'étais dit, je fais des vidéos plutôt courtes, et si ça rencontre un succès, je vais continuer sur des vidéos plus longues, quitte à avoir des intervenants, des chercheurs, des experts, en fait, tout simplement du sujet quand même mieux pour aborder un sujet, même en superficie, pour tous ces événements qui sont quand même constitutifs de l'histoire mondiale. Et c'est vrai qu'après les commentaires que j'ai pu recevoir, je me suis dit, bah, peut-être pas. Si c'est pour avoir le même torrent d'insultes, on va peut-être passer à un autre sujet. Oui, c'est un cas d'autocensure. J'ai une chaîne YouTube qui était encore jeune à l'époque. Si sur les 600 abonnés, bah, j'ai une vidéo qui fait 3000 vues, disons, mais que sur les 3000 vues, j'en ai 1700 qui vont signaler ma chaîne, est-ce que YouTube ne va pas les croire, eux, par rapport à mes 600 abonnés qui auront mis 12 likes? L'idée reste toujours dans la tête, j'ai jamais oublié. Elle est toujours écrite dans un coin de mon ordinateur. Mais est-ce que je vais la faire tout de suite? Peut-être pas. Ok. Et plus généralement, quel impact ça a eu sur toi de devenir journaliste jeune? Ça m'a donné une bonne hiérarchisation de l'information. C'est-à-dire que maintenant, quand je vois des informations, on va dire, je reprends par exemple sur Twitter, l'AFP met à 18h les 5 informations du jour. Et parfois, je me dis, bah, tiens, je vais regarder, est-ce que j'aurais fait le même ordre? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est moins? Qu'est-ce qu'il faudra retenir finalement de ce qui s'est passé aujourd'hui, cette semaine, ce mois-ci? Ça apporte aussi quelque chose, pas forcément à moi, mais à mes amis. Je suis devenu une sorte de source d'information et pour moi, c'est juste une fierté pour mes amis. Super. On va parler plutôt du concours si ça te va. Ouais. Qu'est-ce qui t'a motivé à y participer? Très honnêtement, j'ai découvert le concours Kaleidoscope un peu par hasard. C'était ma ville qui l'a relayé sur son compte Twitter. Je suis allé voir un petit peu l'association Jet d'encre et je me suis dit, bah tiens, en vrai, ça peut correspondre à ce que je fais sur Vincent Quête. J'aime bien les défis. Et finalement, ça s'est très très bien passé puisque j'étais lauréat de la catégorie web télé, hors scolaire en tout cas. Et ouais, ça a été une formidable aventure. T'as été lauréat du concours en présentant une vidéo qui revenait sur le tsunami de 2011 au Japon, celui qui a ensuite entraîné l'accident nucléaire de Fukushima. Pourquoi t'as choisi de présenter cette vidéo au concours et pas une autre?
Je me souviens que, par contre, que j'avais hésité sur la vidéo que j'allais envoyer. Quel format? Et c'est vrai que c'était une vidéo anniversaire, c'était les 10 ans du tsunami. C'était un événement qui, moi, à l'époque, m'avait marqué. Je venais d'avoir 12 ans. C'est des images qu'on ne voit pas tous les jours. Et je me souviens de voir cette marée un peu boueuse, marron, qui déferlait et qui emportait tout sur son passage. On se souvient de ces images du réacteur qui explose. Et 10 ans après, on fêtait, on commémorait, parce qu'on ne peut pas dire fêter, on commémorait cet anniversaire. Et je me dis, bah tiens, et on va revoir en fait toute la chronologie des événements, parce que oui, on se souvient, mais on ne sait plus pourquoi, on ne sait plus comment, et on ne sait plus quelle suite ça avait donné. C'était aussi le but de cette vidéo, redonner les grands faits de cet événement qui nous avait tous marqués. Et tu penses que dans cette vidéo, qu'est-ce qui a vraiment convaincu le jury? Je pense que par rapport à d'autres vidéos que j'avais pu faire, je rajoutais des images. Donc, il y avait une sorte de plus-value à regarder ma vidéo et pas forcément celle, on va dire, du journal de France 24 qui revenait aussi sur les 10 ans. C'était l'un des premiers formats plutôt longs que je faisais à l'époque. C'était plutôt des vidéos de 3-4 minutes. On prend le temps de revenir posément dessus, de donner des détails. Et c'est parfois ce qu'on peut reprocher à des journaux télévisés. Tous les sujets, c'est des 1 minute 30, grand maximum 1 minute 50. On ne voit jamais des sujets de plus longs que ça dans un journal télévisé. Et c'est aussi l'une des possibilités de YouTube. On s'extrait de ce temps court, on prend le temps pour s'informer, tout simplement. Ok. Et toi, qu'est-ce que ça t'a apporté de devenir lauréat du concours? De la reconnaissance, premièrement, qui m'a donné de la confiance en moi. Si cette vidéo a plu et a été récompensée par un jury, c'est qu'il y a forcément des trucs à garder. Et je me suis dit, bah tiens, ça je vais garder, ça je vais améliorer. Il y a plus de trucs que j'ai améliorés que j'ai gardés d'ailleurs. Et ensuite, je suis allé voir un peu la composition du jury. Et j'ai vu qu'il y avait dans le jury Isabelle Layer. C'est une journaliste culture. Et on a pu échanger beaucoup même. Il y avait vraiment quelque chose qui en était sorti sur la motivation en plus à continuer ce que je faisais. Au concours, on avait pu voir différents jeunes, différents médias, mais toujours la même envie d'informer, d'être aux côtés de son public et d'apporter quelque chose. Et ça, c'est juste incroyable d'avoir une réunion d'autant de motivation finalement. C'est vrai que l'un des avantages du concours, c'est de pouvoir rencontrer des gens pour échanger, se conseiller, que ce soit des journalistes jeunes ou des journalistes professionnels, entre guillemets, même si j'aime pas faire cette séparation. Justement, toi, qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux participants de cette année? Déjà d'être soi-même. C'est vraiment pour moi, c'est le premier conseil que je peux donner parce que on a encore la possibilité dans nos propres médias de choisir les thèmes qu'on veut aborder. C'est pas forcément le cas quand on a un rédacteur en chef et des lignes éditoriales à suivre. Et ça, c'est une liberté absolue. Donc, autant rester soi-même pour faire des choses qu'on a envie de faire. C'est toujours plus simple de travailler dans ces conditions. Et après, s'il y a une motivation, c'est de s'amuser. C'est aussi pour ça qu'on veut faire ce métier. On est là pour découvrir le monde, découvrir des gens, découvrir des parcours, recueillir des témoignages et informer. Maintenant, on voit que Instagram et TikTok, ça a montré des possibilités de dingue. Et c'est l'avantage des réseaux sociaux pour s'aider à s'épanouir en tant que futur journaliste et en tant que journaliste jeune. Cool. On touche à la fin de notre entretien. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter ou un mot pour la fin? J'essaye de toujours avoir une bonne humeur et c'est le mot l'expression par laquelle je finis absolument toutes mes vidéos. C'est un peu mon slogan, c'est soyez heureux, restez curieux. Et pour moi, c'est l'essentiel de la vie en fait. Super. Merci beaucoup, Vincent. On termine donc avec cette interview, notre série Qu'allez-vous, mais on revient très vite avec d'autres podcasts. En attendant, n'hésitez pas à jeter un œil au travail de Vincent ou à celui de l'association, tout est dans la description. Si son témoignage vous a convaincu, vous y trouverez aussi le lien pour vous inscrire au concours. De mon côté, je vous dis à bientôt pour parler de journalisme jeune.